Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Le milieu communautaire est dans la présentation d'ouverture, va être dans la table ronde et dans les ateliers. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Julie Nicolas. J'ai plusieurs années d'expérience là en évaluation, en milieu universitaire, en C3S à l'époque et depuis plusieurs années dans le milieu communautaire. Et plus récemment au Centre de formation populaire. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaissent pas, le Centre de formation populaire, c'est un vieil organisme communautaire qui a plus de 40 ans. Notre mission est d'aider le développement organisationnel des autres organismes communautaires. On ne donne pas de service direct à la population, on est vraiment au service des autres organismes. On donne de la formation, on donne des services d'accompagnement, de soutien conseil et beaucoup en évaluation. Depuis les années 90, le CFP est impliqué en évaluation en milieu communautaire. On avait participé en 97 au comité interministériel qui définissait là, ce que l'évaluation devait être en milieu communautaire. Je vous invite à aller lire ce document qui est encore vraiment intéressant et d'actualité. Et notre approche, c'est ce qu'on appelle le par et pour, ou une approche participative si vous voulez. Donc, selon nous, l'évaluation doit vraiment être faite par les personnes qui sont sur le terrain. Et quand je dis les personnes, c'est l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par l'action. Donc, on parle aussi bien des conseils d'administration, des employés, des coordinations que les participants et les participantes aux activités. Et le pour, ça vient dire quelles questions on se pose en évaluation. Il faut que ce soit des questions qui soient intéressantes et pertinentes pour les gens dans l'action. Donc, c'est un peu notre vision et ma collègue plus tard là, va pouvoir vous détailler un peu plus ça. Aujourd'hui, on m'a demandé donc de vous parler des enjeux contextuels là, qui ont un lien avec l'évaluation pour le milieu communautaire. Je vous en propose 5 ce matin. Et donc, le premier, je voudrais commencer par dire que l'évaluation, je pense, est très présente dans le milieu communautaire. On a une culture de la question, de se poser des questions sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Par contre, on reste beaucoup historiquement, mais c'est en train de changer dans l'informel. Il y a vraiment une culture de l'oralité dans le milieu communautaire. On est en train de développer peut-être des habiletés là pour documenter vraiment plus ce que l'on fait. Et c'est pas anodin cette façon, ces questionnements informels et cette tradition orale a des conséquences malheureusement. Nos pratiques, notre expertise est très peu reconnue par nos partenaires. Donc, on est en déficit de reconnaissance et l'évaluation là, devient vraiment une opportunité pour nous de valoriser ce que l'on fait. Et je vous ai écrit ici, là, une pratique n'est pas évaluée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'impact. Parce que c'est vraiment notre problème fondamental. Ce qu'on fait, si ce n'est pas évalué, ce n'est pas reconnu. Mais il y a beaucoup de nos pratiques qui finalement, quand elles ont réussi à attirer l'œil de chercheurs universitaires en Europe ou ici à travers le monde, deviennent des pratiques probantes, exemplaires qui sont ensuite appliquées dans le réseau public. Je vous donne un exemple là, dans un domaine que je connais bien, la santé mentale, les groupes d'entendeurs de voix. Un groupe de pairs aidants, de personnes qui entendent des voix et qui s'entraident, est maintenant une pratique reconnue, probante partout dans le monde et qui est implantée dans les réseaux publics. Et si on n'avait pas eu la chance de pouvoir documenter grâce à l'évaluation ces impacts-là, c'est des pratiques qui peut-être n'auraient pas pu être reconnues et diffusées. Donc, l'évaluation comme outil de valorisation de nos pratiques et d'amélioration continue de nos pratiques. Deuxième élément que je trouve intéressant, c'est nos structures. Évidemment, là, quand j'entends la description des structures de CIS et de CIUS, c'est vraiment effrayant. Là, nous, on a vraiment des plus petites structures très, très écrasées là, en termes de conseil d'administration, gestion, coordination et équipe et membres, participants. Et ça permet justement de s'adapter beaucoup plus vite. Alors quand je vous dis qu'on a une culture de l'évaluation qui est quand même ancrée là, c'est qu'on se pose beaucoup de questions et on réagit très vite à ce qui se passe sur le terrain.
un nouveau besoin apparaît, si on essayait de faire ça, oui, on met en place une nouvelle pratique et on avance comme ça. Donc, je pense que l'évaluation, si on arrive à formaliser, on mise sur ces forces-là pour utiliser l'évaluation comme outil d'amélioration continue. Troisième élément contextuel que je voulais souligner aujourd'hui, c'est l'augmentation et la complexification des besoins des populations. En 2012, on avait réalisé un portrait des besoins de la population et des capacités d'action des organismes communautaires à Montréal. Je vous invite à aller lire ce rapport-là. Et c'était assez catastrophique ce qu'on avait réussi à démontrer en termes d'augmentation des besoins, de complexification des besoins, et c'était en 2012. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que les 2 dernières années d'austérité ont pu faire là, en termes de personnes qui se présentent dans les organismes communautaires avec des besoins non répondus. Alors, c'est vraiment un contexte difficile et j'ai bien essayé de trouver une opportunité cachée derrière ce contexte-là et malheureusement, j'ai vraiment pas réussi. Je pense que c'est vraiment un frein majeur à beaucoup de choses de ce qu'on fait, à la fois dans nos pratiques, mais aussi dans nos capacités d'évaluation, beaucoup moins de temps, beaucoup moins de possibilités de s'arrêter, de réfléchir et donc d'évaluer ce que l'on fait. Quatrième point, le sous-financement des organismes communautaires à la mission et donc le morcellement qui apporte le financement par projet. Cette semaine, le RQAK, le regroupement national de l'ensemble des organismes communautaires au Québec, a déposé le bilan des commissions populaires qui ont été faites l'année dernière dans l'ensemble des régions du Québec. On arrive à un chiffre de 475 millions de dollars de manque à gagner, de soutien à la mission des organismes communautaires, juste pour arriver à répondre aux besoins. Là, on ne parle pas de développement. Alors, cet état de fait-là, qui n'est pas nouveau, mais qui s'aggrave, parce qu'on n'a pas d'augmentation et les augmentations qu'on a sont en dessous de l'inflation. Alors, en dessous de l'inflation, en fait, c'est une coupure. Ça nous force donc à multiplier le financement par projet, ce qui nous force à avoir une multitude de bailleurs de fonds. À l'époque, en 2012, à Montréal, on avait une moyenne de 8 bailleurs de fonds par organisme communautaire, 8 bailleurs de fonds pour aller chercher 100 000 $. Ça commence à devenir compliqué en termes de reddition de comptes, en termes de demande de subventions. Et ce qui m'a surpris quand je suis arrivée là, dans le milieu des fondations privées qui subventionnent le milieu communautaire et l'évaluation, c'est que les demandes d'indicateurs et de reddition de comptes sont vraiment très axées sur l'implantation et sur la mise en œuvre. Il y a encore très peu de réflexion sur l'impact. Et je pense qu'il y a vraiment une opportunité là, en termes d'évaluation d'aller former les bailleurs de fonds et améliorer un peu aussi leurs connaissances pour améliorer leurs demandes aux organismes pour finalement que ça devienne moins un frein, l'ensemble de ces redditions de comptes, mais peut-être plus un outil là, pour avancer tous ensemble. Un exemple qui, moi, m'a fascinée, les bailleurs de fonds parlent beaucoup de quantitatif et qualitatif. Alors, pour eux, le quantitatif, c'est les indicateurs d'implantation et le qualitatif, c'est les indicateurs d'impact. Et vous voyez déjà que il n'y a rien de pire là, c'est sûr que tout le monde est vraiment mêlé, juste quand on n'utilise pas les bons mots pour parler des choses. Donc, il y a vraiment un potentiel là de mieux s'arrimer les uns les autres et de mieux se former. Finalement, mon dernier élément, c'est les menaces à l'autonomie. Les organismes communautaires sont issus des communautés, sont ancrés dans les besoins des populations et sont dirigés par les citoyens et les citoyennes, par les assemblées de membres. Et le fait d'avoir à répondre à ces multiples redditions de comptes et à ces multiples demandes de subventions, c'est qu'on s'éloigne de nos missions, on est obligé de répondre à du financement par projet, on est obligé de répondre à des attentes et des besoins qui sont définis par d'autres entités. Donc ça, c'est vraiment une menace. Et évidemment, là, les coupures dans les services publics qui font que beaucoup de gens viennent demander des services dans les organismes communautaires, ce qui n'est pas notre mission. Alors, c'est sûr qu'on entend souvent parler là de première ligne et puis le réseau nous classe les organismes communautaires dans la première ligne. Je vous dirais, les organismes communautaires sont première, deuxième, troisième et dernière ligne. On est également la quatrième ligne et on le voit s'accélérer dans les dernières années. Là, on voit des gens arriver chez nous
qui sont arrivés au bout de toutes les portes. Et nous, malheureusement ou heureusement, on a la culture qu'on ne peut pas fermer nos portes. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et donc, pour cet enjeu-là, l'évaluation comme outil de soutien à la vie démocratique, si on peut se servir de l'évaluation pour vraiment rester collé sur nos missions, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, quel changement on veut apporter dans la société québécoise. Voilà.